L'amour à tout prix, ce que cache vraiment la dépendance affective. Bienvenue sur le podcast Les Chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Alors, il y a dans certaines relations une forme d'attachement qu'on ne connaît pas forcément toujours, qu'on n'arrive pas à identifier. Et c'est quelque chose de beaucoup plus souterrain que l'amour, et en même temps beaucoup plus pressant, beaucoup plus oppressant. C'est un besoin qui s'accroche, qui insiste, et surtout qui attend de l'autre qu'il vienne apaiser une insécurité beaucoup plus profonde. Et finalement, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Alors derrière les gestes du quotidien, comme être en lien, demander des preuves d'amour, mal vivre l'éloignement, ressentir aussi la peur du rejet, la peur de l'abandon, il y a quelque chose qui se joue, une dynamique plus profonde, plus ancrée pour certaines personnes. Tout le monde n'est pas concerné par la dépendance affective. Et en fait, cette dépendance affective, c'est pareil, on va revenir dans le quotidien, souvent une manière d'exister à travers l'autre, de chercher à combler un vide intérieur en s'agrippant quasi à tout prix à la relation. Et cette forme de relation, vraiment entre deux personnes, elle reste quand même assez peu nommée dans notre société, peut-être assez peu conscientisée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on va pouvoir remarquer que derrière, on va dire « Ah tiens, il ou elle est jalouse ». On va parler de conflit, de peur, de fatigue aussi émotionnelle. Mais rarement on va aller creuser cette structure qu'est la dépendance qui va venir vraiment modeler, transformer en profondeur le lien entre deux personnes et dans la relation. Alors peut-être que vous vous reconnaissez ou que vous reconnaissez votre partenaire dans cette situation. Ça va se représenter, de nouveau, je vais vous donner quelques autres représentations dans le quotidien, mais par exemple, vous attendez un message. Il ou elle ne répond pas tout de suite. Un signe, un mot, un geste. Et tant que ça ne vient pas, à l'intérieur de vous, tout s'effondre. On se surprend vraiment à vérifier le téléphone toutes les 5 minutes. Et en même temps, on lui en veut aussi de ne pas penser à vous autant que vous ne pensez à l'autre. Donc là, je parle vraiment de la personne, quand je dis vous, qui ressent ça à l'intérieur de soi. Et en même temps, il y a aussi ce paradoxe, c'est qu'on a honte aussi d'en demander autant. On se sent trop intense, trop demandeur. Mais en même temps, on se sent totalement incapable de faire autrement. Comme si dans ce lien, sans ce lien, dans ce lien j'existe, sans ce lien je n'existe plus vraiment. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, et vous avez vu qu'on commence déjà par ça, c'est de mettre des mots un peu plus clairs, un peu plus concrets, posés sur ce qu'est ce mécanisme. L'objectif, c'est vraiment de vous apporter de la clarté, de la conscience, et puis aussi une lecture un peu plus fine de ce qui se joue dans la relation. Comprendre pourquoi aussi, parfois, aimer devient une urgence, une nécessité vitale, un amour à tout prix qui peut vraiment aussi nous coûter cher. Dans la société actuelle, où on essaye de parler
d'indépendance, d'épanouissement personnel. Tout ça, c'est valorisé. Comprendre justement cette dépendance affective, pour moi, est à mon sens crucial. Puisque lorsque l'un des partenaires est excessivement dépendant de l'autre, pour son propre bien-être émotionnel, cela crée un déséquilibre qui peut conduire à des tensions, des conflits, un sentiment de malaise. Et cette dynamique déséquilibrée n'est pas seulement préjudiciable pour la personne dépendante, qui peut se sentir aussi constamment anxieuse, insécure, insatisfaite, mais ça va être aussi préjudiciable pour l'autre partenaire qui peut se sentir démuni, accablé, contrôlé, privé de liberté pour des aspects extrêmes de la dépendance affective. Et beaucoup de couples traversent des périodes conflictuelles et compliquées, parfois sans réaliser que la dépendance affective peut être la racine, ou en tout cas un gros fondement de cette relation. Et souvent, les comportements et les sentiments associés à cette dépendance sont mal interprétés ou attribués à d'autres causes. La jalousie, le besoin constant de réassurance ou encore le contrôle excessif peuvent provenir de cette dépendance affective. D'un autre côté, une personne, elle peut croire aussi que son besoin intense d'attention ou sa peur de l'abandon sont simplement des manifestations d'amour profond, de passion, c'est normal, alors qu'en réalité, ils peuvent être aussi des signes de dépendance émotionnelle déséquilibrée. La dépendance affective, elle peut se camoufler derrière des comportements qui semblent, à première vue, normaux ou justifiables dans une relation amoureuse. Par exemple, vouloir passer beaucoup de temps avec son partenaire ou s'inquiéter de son bien-être, c'est naturel. Oui, ça l'est. On va pas. En fait, c'est ça qui est dans toute la complexité des relations amoureuses, toute la complexité aussi des difficultés dans la relation de couple. Il va falloir aller chercher, dénouer. Il n'existe pas qu'une seule vérité. Par rapport à ça, c'est des choses qui peuvent être normales, mais lorsque justement ce comportement devient excessif au point de sacrifier son propre bien-être ou d'empêcher l'autre de vivre librement, ça devient problématique. Et attention, on revient aussi là-dessus, comment on définit vivre librement dans une relation? Ça aussi, c'est interprété de part et d'autre de façon, bien entendu, différente, vécu de façon différente. Là, on parle vraiment d'aspects qui deviennent excessifs. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important et qu'on va retrouver. Et sans une compréhension claire de ce qu'est vraiment la dépendance affective et de ses manifestations, de ses symptômes, c'est facile pour les couples aussi de ne pas reconnaître ces signaux d'alarme. Et donc la dépendance affective, ce n'est pas seulement une intensité émotionnelle, une exagération. C'est vraiment une manière d'être au monde. C'est façonné très tôt, puisque ça vient généralement dans l'enfance. Parce que on rejoue à l'âge adulte aussi beaucoup de choses de l'enfance. À l'âge adulte, dans la sphère intime, dans la sphère vraiment du couple. Et donc du coup, cette dépendance va trop souvent retrouver des origines, ses déclencheurs et ses conséquences dans l'enfance et les conséquences dans la relation amoureuse adulte. Et même, je vais aller même un peu plus précisément, c'est pas que adulte, c'est même dans toutes les relations amoureuses. C'est-à-dire que on peut retrouver chez nos enfants, chez nos ados aussi, vraiment des signes de dépendance affective dans les premiers amours. Donc ça aussi, on arrive à le voir. Avec le recul, on peut vraiment faire un retour sur nos histoires et nos premières histoires également. Et donc, du coup, elle va avoir un impact profond sur la façon dont on va vivre la relation de couple. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose vraiment à travers cet épisode, c'est de prendre un temps d'observation, à reconnaître les signes, à voir comment cette dynamique se passe dans votre quotidien, dans votre histoire, et peut-être à envisager une autre manière d'être en lien,
d'être dans une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même sans sacrifier votre liberté, ni votre identité, ni sans vous laisser mener par cette peur excessive au nom de l'amour. Donc, ce qu'on va différencier là maintenant, c'est la dépendance affective et ce qu'on appelle l'attachement sain. Être attaché à son partenaire, vouloir passer du temps avec, de la tendresse, de la présence, fait partie de toute relation vivante. On va être très clair là-dessus. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain est fait pour être en relation. Mais dans la dépendance affective, cela devient souvent asymétrique. L'un a besoin de l'autre pour se sentir exister. Et c'est ce besoin qui devient central, impérieux, voire même parfois envahissant. Et donc, ce qui va caractériser la dépendance, c'est justement l'impossibilité de se sentir en sécurité intérieure sans l'autre. Et l'équilibre émotionnel va dépendre en majorité des réactions, de la présence, de l'humeur, voire même des validations reçues par l'autre. On ne se sent pas simplement mieux avec l'autre, on se sent quelque part même perdu, sans lui, sans elle. Et sur le plan psychologique, vraiment, cette dépendance se manifeste souvent par un fond d'anxiété, une difficulté à se sentir seul, apaisé. Et il y a souvent cette peur, vraiment latente, voire même parfois omniprésente, d'être abandonné, rejeté. Le modèle d'attachement anxieux, qui est décrit vraiment dans les recherches en psychologie du développement, notamment par Bowlby et Ainsworth, y est fortement associé. Les personnes ayant reçu par exemple un amour imprévisible ou conditionné dans leur enfance peuvent développer une stratégie de suradaptation dans le couple, plaire, anticiper, contrôler, ou voire même se sacrifier pour maintenir le lien à tout prix. Ça, j'en parlerai dans des futurs épisodes quand je vais parler vraiment d'attachement. Et la confusion va être souvent renforcée en plus par des discours culturels qui idéalisent l'amour fusionnel. Je ne parle même pas des films à la télé qui idéalisent encore plus cet amour fusionnel, ces belles histoires qui sont bien évidemment scriptées. On ne valorise le faire qu'un, les moitiés qui se complètent, les preuves constantes d'amour. C'est ma moitié. Je vais aussi attirer votre attention sur du vocabulaire aussi qui est parfois utilisé dans le couple. Donc, c'est ma moitié. Et en ce moment, on voit beaucoup ça, alors notamment à la télé, dans certaines émissions. C'est ma vie. Appelez l'autre ma vie. Waouh! Là, attention, warning, vraiment, j'insiste là-dessus. Vous êtes d'abord votre propre vie. Vous n'êtes pas la moitié de quelqu'un d'autre. Vous êtes complet. Là, la dépendance affective, vous le voyez bien, elle enferme, elle nomme, mais elle pousse surtout à s'oublier soi-même et en plus à minimiser ses besoins, ses limites, ses valeurs pour conserver un lien qui va devenir vital. Et donc dans cette forme d'attachement vraiment déséquilibrée, le partenaire devient aussi la source unique de sécurité émotionnelle. Attention, on peut projeter ça aussi chez les enfants, petit warning encore, et c'est cette sécurité qui est mise à mal par la distance, le conflit, le silence. Et cela peut donc du coup créer, quand la personne est dans cette dépendance affective, générer vraiment des réactions démesurées, colère, désespoir, soupçon, retrait, comportement de contrôle. Et l'autre n'est plus vu comme un être libre, mais comme un régulateur émotionnel indispensable. Vous vous sentez perdu dans votre relation? Vous vous demandez parfois si votre couple peut encore avancer? Si vous pouvez retrouver votre complicité? Ou peut-être que la question de partir ou rester devient inévitable. Imaginez un petit peu être au clair avec cette décision, ou alors retrouver une communication plus apaisée, renouer avec la complicité. Avec mes accompagnements personnalisés, vous ne suivez pas une méthode toute faite. Nous construisons ensemble des solutions adaptées à votre relation. Que ce soit pour reconstruire ou pour faire un choix en toute sérénité, je vous accompagne seul ou à deux. Je vous offre un premier rendez-vous pour éclaircir votre situation et envisager les meilleures solutions pour vous et votre couple.
cliquez sur le lien dans la description et complétez le formulaire afin de fixer un rendez-vous. Faites ce premier pas pour transformer votre relation. Et c'est cette logique qu'il est vraiment essentiel d'éclairer aujourd'hui parce qu'elle altère en profondeur la qualité de la relation. Parce qu'elle empêche une vraie rencontre entre deux personnes. Et parce qu'elle est souvent invisible à celui ou à celle qui la vit. Parce qu'on ne la voit pas comme une difficulté à la base. Ça se vit comme une intensité, une sincérité, un amour profond. Mais c'est un amour qui épuise, qui inquiète, qui ne laisse pas de répit. Et comprendre ça, c'est pas simplement poser de nouveau une étiquette. Je cherche toujours ça, moi, à travers tout ce que je vous propose, c'est d'ouvrir une voie, celle de la conscience, pour vivre la relation de façon différente. Par exemple, vivre une relation plus libre. Mais plus libre, ça ne veut pas dire que l'autre va faire tout ce qu'il veut. C'est sans ce fond d'anxiété. C'est vivre une relation plus adulte aussi, plus solide. Chacun va pouvoir exister pleinement sans craindre que l'autre s'efface. Le lien ne repose plus sur un besoin, mais sur un choix. Et dans la réalité quotidienne, vraiment, cette dépendance affective peut prendre des formes très concrètes. Elle va se manifester, par exemple, par des attentes constantes de présence ou d'attention. La personne attend des messages fréquents, s'inquiète rapidement lorsqu'elle ne reçoit pas de réponse. Interprète, il y a beaucoup d'interprétations dans la dépendance affective, interprète le silence comme un désintérêt. Et à cela s'ajoutent souvent des demandes répétées de réassurance. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? T'es sûr que tout va bien entre nous ? Alors ces questions, de nouveau, sont normales et sont saines de se poser régulièrement dans le couple. Là, on parle de demandes répétées constantes. Et tout ça, c'est vécu à l'intérieur comme quelque chose de très sincère et de très urgent. Mais ça peut devenir lourd à porter. Vraiment, pour celle qui le ressent et aussi pour l'autre qui les reçoit. En face, il ne faut pas oublier non plus que le partenaire n'est pas neutre. Il peut aussi se sentir progressivement enfermé dans un rôle de soutien émotionnel permanent. Et lorsqu'il est pris dans une attente implicite de réconfort, il devient aussi le garant du bien-être de l'autre. Et il ne faut pas oublier que ça aussi, ça peut être un réconfort pour cette personne. Autant cette place pourrait être pesante pour certaines personnes, mais elle peut aussi, dans certains cas, flatter quelque chose en l'autre. Le sentiment d'être indispensable, rassurant, voire même central dans la vie de l'autre. C'est aussi comme ça que s'installe ce qu'on pourrait appeler la codépendance. Et ça s'installe sans bruit, sans problème, et sans que ça soit vu également par la personne. Et donc, dans certains aspects de la relation, cette dynamique relationnelle, bien que déséquilibrée, peut en réalité convenir, au moins dans un premier temps, aux deux partenaires. Et attention, ces premiers temps peuvent durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça peut durer vraiment un très grand nombre d'années. C'est pas vrai que ça ne dure que 2 ans, par exemple. Celui qui se sent nécessaire trouve une forme de valorisation personnelle dans le fait d'être sollicité en permanence. Cela peut combler un besoin d'utilité, de reconnaissance, ou parfois ça évite d'avoir à regarder ses propres fragilités. Et le fait de s'occuper de l'autre devient alors une manière de détourner l'attention de soi. Et l'on assiste à une forme d'ajustement silencieux dans lequel chacun trouve un rôle. L'un qui demande, l'autre qui répond, l'un qui a besoin, l'autre qui porte. Donc, cette dynamique, elle existe et c'est pour ça qu'elle ne pose pas de problème quand tout le monde est vraiment OK de manière consciente ou inconsciente. Mais à long terme, ou lorsqu'il y a un travail sur soi, ou lorsqu'il y a des profondes blessures, cette dynamique peut vraiment user, abîmer le lien. Pourquoi ? Parce que ça crée une relation asymétrique, où l'intimité réelle est entravée par les rôles rigides et les attentes implicites. Le partenaire qui est sursollicité peut finir par se sortir épuisé, envahi, et même injustement accusé de manquer d'amour. Et la personne dépendante de son côté peut ressentir une frustration croissante, celle de ne jamais se sentir rassurée pour de bon, malgré tous les efforts déployés pour maintenir le lien.
Et bien évidemment, il y aura toujours un déclencheur à ce déclic, à cette prise de conscience. Et oui, par moment, le déclencheur, c'est une personne tierce. Et donc, dans certains couples, cela va créer cette instabilité permanente, des disputes qui vont éclater pour des détails, un mot oublié, un regard jugé trop froid, un rendez-vous annulé, alors qu'en réalité, ce sont des insécurités profondes qui s'expriment. L'un vit dans la peur de perdre, l'autre dans la peur d'être absorbé. Et finalement, tous les deux finissent par s'éloigner de ce qu'ils cherchaient au départ, de la connexion, du soutien, de la paix. Il arrive aussi que la personne vraiment en dépendance affective s'efface sans s'en rendre compte. Elle dit oui trop vite, accepte des choses qui ne lui conviennent pas vraiment, simplement pour ne pas faire de vagues. Elle s'oublie dans la relation, croyant que l'amour demande de tout donner. Et en face, l'autre peut se sentir étouffé, mais aussi coupable. Coupable d'en faire moins, de ne pas ressentir autant, de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre suffisamment à ses attentes affectives devenues centrales. Et ce décalage va créer une tension très sourde où chacun se sent seul, même à deux. Ce que cela crée, ce n'est pas seulement de la souffrance individuelle, c'est aussi cette distorsion du lien, une confusion entre amour et devoir, entre présence et obligation, entre attachement et emprise. Et c'est dans cette confusion que beaucoup de couples s'abîment, parfois sans comprendre ce qui, au fond, est en train de se jouer. Et donc, face à cette dépendance affective, certaines relations vont devenir vraiment le théâtre d'une tension constante. Mais elles peuvent aussi devenir un terrain d'exploration intérieure. Lorsqu'un couple parvient à instaurer un espace suffisamment stable, suffisamment clair, quelque chose de nouveau peut émerger. Et c'est souvent la possibilité de se regarder autrement. Un espace vraiment sécurisé, c'est pas le lieu parfait, sans heurts, sans conflit. C'est dans un environnement dans lequel chacun se sent suffisamment en confiance pour exprimer ce qu'il vit, même dans la vulnérabilité. C'est un cadre relationnel où il est possible de se dire sans craindre d'être rejeté, d'être abandonné, de poser des mots sans redouter que cela devienne une attaque. Mais dans cet espace, la dépendance affective ne disparaît pas d'un coup, mais elle peut être nommée, elle peut être reconnue, elle peut être vue. Et ça, déjà, ça peut suffire à changer la dynamique. Dans certains couples, il devient plutôt possible de dire « quand tu es distant, je me sens abandonné, mais je comprends que ce n'est pas ton intention ». Ou alors « je sens que tu attends quelque chose de moi, mais je ne peux pas toujours te le donner. Mais je suis là et je veux qu'on avance ensemble ». Et ça, c'est ces échanges, lorsqu'ils ont lieu dans un climat de sécurité, du coup, n'alimentent ni la culpabilité ni la fuite. Et c'est dans cet espace que la dépendance affective peut vraiment s'apaiser. Un couple qui est traversé par la dépendance affective, qui parvient à ouvrir un tel espace d'échange, change de niveau de relation. Il va passer de la réactivité à la conscience, de la peur de perdre à la possibilité d'être. Et cela transforme en profondeur la manière d'être ensemble. Lorsqu'une relation, à nouveau, est sous la coupe de cette dépendance affective, ce n'est pas seulement, même j'ai envie de dire, une souffrance individuelle qui va s'exprimer. C'est toute la dynamique du couple qui est affectée. Car une relation où l'on attend de l'autre qu'il vienne combler un manque essentiel, celui d'exister, d'être rassuré, d'être reconnu, va devenir peu à peu un terrain de déséquilibre permanent. Dans les couples, on observe souvent une alternance entre surinvestissement affectif et repli défensif. Et celui qui est dans la dépendance demande, exige sa tâche, et l'autre parfois recule, sature, se ferme. Non pas par manque d'amour, mais parce qu'il sent qu'il devient le garant du bien-être de l'autre, et parfois même au détriment du sien. Et donc, comme je le disais, c'est cette asymétrie qui peut générer des conflits répétés, mais surtout une fatigue émotionnelle profonde. L'un se sent rejeté à chaque distance, l'autre étouffe à chaque rapprochement. Et dans cet espace relationnel, l'intimité réelle s'efface. Car être en lien ne signifie pas se confondre. Les attentes deviennent floues,
les reproches se répètent, les frustrations s'accumulent. Chacun projette sur l'autre des besoins non reconnus, des blessures anciennes, des peurs jamais vraiment formulées. Et au cœur de tout ça, ce qui est souvent méconnu, c'est que ce n'est pas l'amour qui dysfonctionne, mais la manière dont chacun a appris à aimer. Dans certains cas, cette dynamique s'installe durablement, jusqu'à créer une forme d'épuisement affectif. La lassitude qu'on n'ose pas dire, une désillusion, où on continue à être ensemble sans être vraiment en lien, où l'un donne trop et l'autre ne sait plus comment recevoir. Et pourtant, malgré la complexité, un point émerge, le désir sincère d'être aimé et d'aimer. Et c'est ça qui est le plus important. C'est là où le chemin peut commencer. Non pas en cherchant à aimer l'autre autrement, mais en comprenant comment on s'est construit dans la relation et dans sa manière d'aimer. Et donc parler de dépendance affective, c'est oser regarder une facette sensible de nos relations. C'est reconnaître aussi que parfois, ce qu'on appelle amour est chargé d'attentes silencieuses. Et c'est vraiment important d'aller voir les peurs, les mécanismes. Et ces mécanismes ne renforcent pas toujours le lien, ils peuvent le fragiliser. Et c'est la confusion entre l'amour et le besoin vital de l'autre. Ce que cache la dépendance affective, ce n'est pas le manque d'amour, c'est souvent un manque de sécurité intérieure, une difficulté à se sentir pleinement vivant sans l'autre, comme un repère constant. Et c'est là où le travail intérieur commence. Lent, souvent inconfortable, mais pourtant profondément transformateur. Voilà, j'espère que cet épisode vous permet de voir cette dépendance autrement, d'ouvrir une réflexion, de poser un nouveau regard sur ce qui va se jouer dans la relation, dans le silence, dans les excès, parfois, de présence et d'absence. Et des fois, il suffit juste de déplacer un peu ces prises de conscience, de poser un nouveau regard pour changer la relation. Et si cela a résonné pour vous, si ça a mis en lumière des zones que vous pressentiez sans pouvoir vraiment les nommer dans votre relation, alors peut-être que c'est aussi le moment de vous offrir vraiment cet espace de travail intérieur. Et dans ce cas-là, vous pouvez réserver un appel et on verra avec vous comment vous accompagner sur ce chemin. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomecq.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!